Bonjour à ceux qui nous rejoignent. On va attendre quelques minutes pour laisser le temps à tout le monde de se connecter. Et on démarrera dans deux minutes environ. Bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien euh, pour qu'on puisse mener le webinaire sereinement. Ouais, pas mal de gens qui continuent de nous rejoindre. Je vous propose qu'on attende aller jusqu'à 11h02. On se donne pour démarrer le webinaire. N'hésitez pas, pendant que les derniers participants nous rejoignent, sur l'interface que vous avez à disposition, vous avez un espace de questions-réponses et de chat. Donc, n'hésitez pas à les utiliser au fur et à mesure du webinaire pour nous solliciter, poser des questions. On essaiera autant que faire se peut d'y répondre au fil de l'eau. Et si c'est pas le cas, on se laisse un temps de questions-réponses à l'issue de notre présentation. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser les canaux qui sont faits pour cela. Voilà, super. Je vois que ça commence à être trouvé par les participants, c'est parfait. Ah, le chat est désactivé, d'accord. Bon, les questions-réponses sont activées en revanche. Euh, Merci pour la précision, Cathy. Donc, vous utiliserez le canal de questions-réponses pour converser avec les animateurs, si vous le voulez bien, et on les suivra au fil de l'eau. Voilà, vous êtes nombreux à vous connecter, on attend encore une minute et on va démarrer parce qu'on a un programme qui est assez dense, comme vous le verrez. Voilà, alors je vous propose qu'on démarre et les derniers nous rejoindront au fur et à mesure du webinaire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire Task Force Énergie. Donc, je suis Xavier Gounon, directeur marketing d'Adviseo et accompagné, je suis très heureux d'être accompagné par Jean-Mathieu Gay, qui est responsable d'une équipe d'énergie manager chez Adviseo et à ses heures perdues, énergie manager également, et notamment pour ce qui est de la prise en charge de l'animation de Task Force, qui va être notre sujet du jour. Les actions de performance énergétique ont cela de parfois frustrant, qu'elles peuvent être longues à décider, longues à implémenter et parfois mettre du temps à produire leurs effets positifs, notamment je pense aux économies en kilowattheure et en euros. Aujourd'hui, on a voulu se concentrer sur des actions qui sont rapides et efficaces. La task force s'inscrit dans cette dynamique, dans le sens où elle va être vous le verrez en termes de temps rapide à déployer et elle va produire des résultats d'économie d'énergie immédiats pour une bonne partie. Et certains, on le verra pendant les semaines qui suivent et ensuite de manière pérenne. On va vous montrer comment pérenniser ces économies. Voilà, on trouvait ça positif dans les phases dans lesquelles vous êtes en ce moment, tourner vers l'action pour atteindre vos objectifs, d'évoquer des actions qui sont rapides, efficaces avec des assez courts. Donc, on va, dans ce webinaire, couvrir plusieurs sujets. D'abord, on va vous présenter ou représenter, pour ceux qui nous découvriraient, la méthodologie d'Adviseo pour ce qui concerne l'énergie management et dans lequel s'inscrivent les task force. Ensuite, on va parler des contextes et en particulier de pourquoi on conseille de se lancer dans des task force énergie et sur quel type de site, bâtiment. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec l'organisation effective de la task force. Ne nous quittez pas avant cette partie-là qui sera importante, d'évoquer des retours d'expérience et des exemples concrets de ce qui a été mené par certains de nos clients sur le terrain. Alors sur Adviseo, rapidement pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, donc on est issu du groupe d'ingénierie CETEC. On est notamment
On a notamment construit une réputation autour du déploiement de plateformes de management de l'énergie. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler ou déployé sur leur site la plateforme Savvy, dont on est éditeur. Et la particularité qu'on a sur le marché, c'est qu'on a pris le choix depuis le départ d'avoir en complément de la partie données, de la partie collecte de données, qui est une part importante chez nous, un accompagnement par des energy managers, par des spécialistes de l'énergie, pour vous accompagner vers les plans d'action et vers les économies. Ça, c'est quelque chose qui a été assez central dans notre développement et qui est illustré, comme vous pouvez le voir, par notre proportion d'énergy managers et d'ingénieurs conseils au sein d'Adviseo, qui se veut très importante, et on l'assume. Ça nous permet de construire des solutions qui soient très adaptées au métier et d'aller vraiment au-delà des données vers vos économies d'énergie. Voilà, et c'est un peu corrélé. On a des agences de proximité, c'est important pour nous. Donc, en complément du siège social parisien sur lequel on est situé avec Jean-Mathieu aujourd'hui, on a également des agences à Marseille, à Lyon et à Nantes. Quelques mots sur notre approche de l'energy management, qu'on va d'ailleurs développer en partie sur notre thématique de la task force. On combine chez Adviseo l'expertise data et l'expertise énergétique, au sens voilà, d'énergie management par des ingénieurs en performance énergétique. Donc ça va de la collecte des données d'énergie, fournisseurs, distributeurs, IoT, GTB, en passant par l'analyse et jusqu'au pilotage. On a développé depuis maintenant quelques mois une solution qui s'appelle Cockpit et qui permet de piloter à distance les bâtiments et notamment de répondre au décret BACS. Mais aujourd'hui, comme vous l'aurez, je pense, compris, on va beaucoup se focaliser sur la partie agir de nos missions. Et sachant que cette action de chez Adviseo, on l'inscrit souvent dans une démarche continue. Donc, c'est assez important de noter que la plupart des clients qu'on accompagne, c'est sur des démarches continues pour les amener sur le chemin, notamment des objectifs du décret tertiaire. Et cette démarche continue va se faire justement grâce à la donnée, grâce aux solutions, aux outils qu'on met à la disposition des energy managers. Et notre équipe énergie au sein d'Adviseo, bon, c'est important de préciser qu'on est aujourd'hui un des pôles les plus conséquents en termes de nombre maintenant d'énergie managers en France. Ces énergie managers, par ailleurs, ils sont formés régulièrement. C'est quelque chose qui est très important sur quand même une discipline qui est assez jeune dans sa forme actuelle et où les choses se font de manière assez empirique. Et donc, c'est important pour nous d'avoir ces formations régulières, à la fois en ligne et sur le terrain. Et on vous a listé quelques références de clients qu'on accompagne autour des problématiques d'optimisation énergétique. Vous voyez qu'on adresse des patrimoines qui sont variés. Et c'est aussi un élément important, c'est que nos energy managers ont un recul sur les patrimoines qu'ils gèrent, du tertiaire de bureau jusqu'aux établissements de santé, en passant par les collectivités territoriales et jusqu'à l'État. Voilà, on vous l'a listé ici. On a depuis maintenant près de 2 ans une mission auprès de la direction de l'immobilier de l'État pour accompagner leurs energy managers à la rénovation du parc bâti. Et depuis un peu moins de temps, un accompagnement de l'Agile, qui est l'agence de l'immobilier de l'État, pour les accompagner sur la mise en application du plan de sobriété. Et petite anecdote, l'Agile a d'ailleurs nommé ce groupe de travail Task Force. Voilà. Donc il y a des liens par rapport à ce qu'on va discuter aujourd'hui. Parmi le contexte et les enjeux que vous avez à peu près tous aujourd'hui à différents niveaux dans vos fonctions respectives et dans vos organisations, évidemment, décret tertiaire, décret BACS sont des thèmes réglementaires qui vous animent. Le décret tertiaire est une phase très importante de collecte des données et de mise en conformité déclarative qui a accaparé pas mal de nos clients ces derniers mois. Sur le décret BACS, on le voit avec notamment la bonification des C2E jusqu'au mois de juin cette année. Il y a beaucoup d'acteurs qui se penchent particulièrement sur la question en ce moment. Et tout ça va aussi en parallèle de la hausse du prix de l'énergie qui vous a impacté tous plus ou moins, et sur lequel il faut rester vigilant et alerte, évidemment, et une urgence climatique qui est on va dire le fond de notre sujet et ce pourquoi on se bat, et je pense que vous vous battez tous dans vos organisations respectives. Ces enjeux amènent à des objectifs qui globalement sont pour les grandes proportions assez similaires entre les différentes organisations. D'un côté, impactés par le décret tertiaire, donc les 40%
d'économies d'énergie qui sont exigées en valeur relative d'ici 2030. 50% 2040, 60% 2050. C'est important de se rappeler qu'il va falloir quand même aller vers les 60%. Et en parallèle de ça, des trajectoires bas carbone que vous avez au sein de vos organisations et qui vont aussi conditionner vos plans d'action et vos stratégies énergétiques. Tout ça nous amène à un paradigme qui est nouveau sur l'efficacité énergétique. C'est une obligation de résultat. Et donc, pour les différences avec ce qu'on connaissait avant, c'est qu'il faut planifier, mettre en place une amélioration continue. Donc ça, c'est tout ce qui concerne l'action au quotidien. Bah, nous, ce qu'on préconise, c'est qu'elle soit vraiment appuyée par les datas et qu'elle se fasse en continu et pas par à-coup. Évidemment, une planification et une stratégie d'investissement qui va permettre de construire un plan pluriannuel d'investissement et une stratégie énergétique long terme avec des orientations RSE qui sont données. Donc, c'est des équipes qui sont parfois différentes et il y a des enjeux au sein des organisations en ce moment de dialogue, de travail entre ces différentes équipes et c'est un des thèmes qu'on va aborder autour de la task force. Et je vais passer la main à Jean-Mathieu pour nous parler des freins à l'exploitation. Merci Xavier pour cette introduction. Bon, moi je suis un peu plus bas de plancher, donc effectivement en tant qu'energy manager, on va rencontrer des problématiques en fait pour réaliser nos missions au quotidien. Voilà, que ce soit dans de l'energy management avec un suivi sur le long terme, ou même c'est aussi applicable voilà, à des interventions dans le cadre d'audit énergétique. Et donc ces freins, voilà, on en a listé ceux qui reviennent le plus régulièrement. Le premier, bah voilà, mauvaise synchronisation. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que le client, le prestataire énergétique et l'exploitant du bâtiment sont rarement ensemble sur le bâtiment euh, pour agir ensemble sur les bons réglages. Et également, en fait, ils ont des problématiques différentes. Un energy manager va vouloir faire le maximum d'économie, un client va vouloir un confort optimal dans son bâtiment, et donc ça, effectivement, on a une non-synchronisation entre les différents besoins. Deuxième point, bah, ça va être le manque de recul dans la vie journalière d'un bâtiment. On ne va pas prendre le temps, effectivement, par rapport à une problématique donnée, un espace trop froid, un espace trop chaud, on ne va pas prendre le temps de réfléchir sur la solution, sur le fond du problème, et en fait, on va appliquer une réaction disproportionnée, un réglage disproportionné ou instable à chaque problématique. Également, alors dans le suivi de cette problématique, l'inertie des prises de décision. Bah voilà, en fait, toujours dans la vie journalière du bâtiment, on va mettre en place des solutions qui sont passagères, mais voilà, avec l'inertie d'autres problématiques qui arrivent, en fait, ces réglages vont rester et vont devenir la norme sur le long terme. Enfin, bah, également méconnaissance du bâtiment. Qu'est-ce qu'on entend par là? On a des systèmes de régulation, donc décret BAX avec le GTB, qui sont de plus en plus complexes. Les exploitants ne sont pas forcément formés et ne maîtrisent pas ces outils à 100%. Donc on va effectivement avoir des choses qui ne vont pas être connues, qui ne vont pas pouvoir être mises en place. Et enfin et dernier frein qui est régulièrement rencontré, bah, c'est que les bâtiments, ils vivent, les usages, ils évoluent et par contre, les réglages, pas forcément. Les réglages sont pas toujours adaptés aux nouveaux usages du bâtiment, un locataire qui va pouvoir changer, des pièces, voilà, qui étaient avec des usages différents, qui ne sont pas prises en compte dans le cadre de l'exploitation. L'ensemble, bah, de ces problématiques, on essaye d'y répondre à travers, notre méthodologie de la task force. En quelques mots, qu'est-ce que c'est la task force? C'est, une opération, coup de poing où je vais rassembler l'ensemble des prestataires techniques, qui environnent autour d'un actif pour optimiser, le pilotage de cet actif. Et donc ça, c'est sur une période de temps très courte. L'idée, voilà, effectivement, est de identifier, régler, dans le temps le plus, court imparti. Les différents objectifs de cette task Trop force, bien. il y en a plusieurs.
Le premier, c'est forcément d'améliorer Ouais. la performance Ok. énergétique de l'actif. L'idée, voilà, on va faire un travail de groupe Ok, pour top. chasser les consommations inutiles. Euh, on va également faire un travail plus fin d'optimisation de programme horaire de consigne et on va proposer Ici. des optimisations de petits réglages à faire en plus. Deuxième point, en fait, on veut que les réglages qu'on ait pu affecter pendant la task force, ils durent sur le long terme. Donc, on va essayer de créer une routine de paramétrage et de laisser effectivement des traces pour chaque saison. L'optique étant voilà, d'avoir en fait un réglage adapté à chaque saison. Euh, Troisième point, en fait, l'idée c'est pour qu'aussi ça dure sur le long terme, en fait, il faut engager l'ensemble des parties prenantes. J'entends par là les acteurs techniques, mais également les occupants du bâtiment. Pour que effectivement des réglages soient acceptés par un occupant, le meilleur atout, c'est de l'engager dans la démarche pour qu'effectivement on prenne en compte son avis et que dans les réglages ce soit pris en compte. Dernier point, c'est se réapproprier les outils, le bâtiment, son Le but de fonctionnement, cette réunion, ma c'est HTTP, que comment elle fonctionne. on a plusieurs pôles. Nous, c'est la plateforme avec l'énergie Un management. retour de ton. Désolé, Ouais. on s'interrompt. L'énergie management, une prestation qui s'appelle la Task Force. Ouais. C'est une opération one shot sur un bâtiment pour essayer d'adresser un maximum de problématiques sur le bâtiment et d'interagir avec Théodore, l'ensemble des Quelqu'un collaborateurs chez du bâtiment. Adviseo peut interpeller Théodore, Théodore je chez crois nous pour. qu'on t'entend. Je ne sais pas par quel biais on l'entend dans la conférence. Je vous prie de nous excuser. Désolé ouais, pour cette petite interruption. Merci. Je pense que c'est voilà, je pense que c'est bon. Merci pour les pour les commentaires aussi pour nous alerter. Merci. On va pouvoir continuer. Et donc, une task force, alors ça va dépendre de l'actif si effectivement il avait fait l'objet d'un plan de sobriété et d'un audit avant. Mais en fait, on peut aller chercher jusqu'à 20% d'économie sur le site en quelques mois. Ouais, et sur quoi, avant de rentrer sur l'organisation effective de la task force, on voulait revenir, c'est, parce que c'est une question que vous pouvez légitimement vous poser, parmi votre patrimoine, sur quel bâtiment, sur quel actif, pour ceux qui sont dans une logique d'investissement, mettre en œuvre des task force. Donc là, ce qu'on vous donne à l'écran, c'est pas tellement une règle gravée dans le marbre, c'est plutôt des ordres d'idées et des ordres de grandeur qu'on va vous expliquer ici. L'idée, c'est évidemment de cibler les bâtiments qui ont le plus fort enjeu d'optimisation de votre patrimoine, parce que comme Jean-Mathieu l'a expliqué, on va mobiliser des équipes, on va les rassembler sur site. Donc il y a des efforts qui sont faits, donc mécaniquement, et c'est le premier point autour de la facture énergétique qui est liée à cela. Il y a une logique de temps de retour sur investissement qu'il va falloir mesurer. On le verra dans les retours d'expérience qu'on vous présentera, qu'on peut avoir des temps de retour très courts et vraiment des opérations efficientes, mais si tant est que la facture énergétique annuelle de votre bâtiment soit non négligeable. Voilà, donc on a fixé à titre indicatif 50 000 euros de facture annuelle. Évidemment, on peut moduler aussi les efforts qu'on met sur chaque bâtiment. Donc, c'est pour ça que c'est sujet à réflexion et il faut regarder sur chaque site la logique et ce qui est possible de faire. Le deuxième élément qui est favorisant, c'est d'avoir un minimum de la main sur les équipements. Donc ça peut être évidemment une GTB qui est sur le site, ça peut être sinon on a des organes de régulation sur lesquels on peut faire des choses. Si votre bâtiment en fait, les actions qu'on préconise ne peuvent pas être déployées, forcément, en termes d'économie, ce sera plus compliqué à aller chercher. Et donc, c'est une étude préalable, ou en tout cas des premières visites qui nous permettent éventuellement de confronter cette partie. Et dernière chose, ça, on l'a pas mal mis en évidence et c'est important, c'est que l'équipe technique de ce bâtiment, alors déjà qu'il y en ait une et qu'elle soit mobilisable et impliquée. Donc, Jean-Mathieu l'a rappelé, c'est les exploitants, ça peut être l'intégrateur GTB le cas échéant. Donc, c'est important d'avoir avant d'entamer une task force, d'être sûr qu'on va avoir cette disponibilité et cette volonté aussi des acteurs, évidemment du donneur d'ordre, mais aussi des acteurs qui seront impliqués.
Et tout ça nous amène à des bâtiments à plus ou moins fort potentiel d'optimisation par une task force. Encore une fois, c'est une liste qui est loin d'être exhaustive. Sur les bureaux, on pense à des bureaux de plus de 5000 mètres carrés. Nous, c'est en tout cas sur ce type de bureau qu'on a travaillé jusqu'à présent et sur lequel on a des très bons résultats. Les grandes surfaces, les aérogares, centres commerciaux, hôpitaux, sur le public des universités ou des sites à forte complexité ou à forte consommation sont complètement éligibles à la task force et peuvent être pertinents à regarder. En tout cas, si vous avez des problématiques particulières, on sera heureux de les regarder ensemble et de vous dire si ça nous semble pertinent ou non, avec notre expérience, de se lancer dans une task force. Dernier élément là-dessus qui peut être intéressant à regarder, c'est autour de la mutualisation des résultats liés au décret tertiaire. Pour l'instant, les règles autour de la mutualisation sont très, comment dire, floues. Voilà, il y a des éléments autour des valeurs absolues, mais ce qu'on peut intuiter, en tout cas la logique voudrait qu'il y ait aussi une mutualisation potentielle par proratiser à la surface ou à la consommation des bâtiments. Auquel cas, le fait de mettre en œuvre des task force, au-delà de l'enjeu économique et des économies en euros, ce serait un début de chemin parcouru important pour atteindre vos objectifs des décret tertiaire, donc c'est à pas négliger. Mais au-delà de ça, de manière pragmatique, si vous le faites sur les bâtiments les plus consommateurs, de fait, vous allez avoir des économies en euros substantielles. Et également, ce qu'il faut voir, c'est pas seulement l'économie elle-même, mais c'est ce que vous avez à moins dépenser en travaux. Et c'est là ce qu'on met souvent en évidence auprès de nos clients sur le travail en exploitation, c'est que le prix au mètre carré du travail qu'on exécute en exploitation est extrêmement loin en termes d'ordre de grandeur des prix au mètre carré que vous avez sur des travaux lourds, a fortiori sur le bâti, sur des travaux importants. Mais c'est aussi à considérer, c'est que 5, 10, 15% d'économie, ça peut paraître peu dans l'absolu. Dans les faits, c'est potentiellement des dizaines de milliers d'euros, voire plus, qui sont en jeu dans les économies que vous pouvez faire aussi en travaux. Voilà, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet, donc l'organisation effective de la task force. Premièrement, qui convient à une task force? Alors, avant de partir sur les différents rôles, je tiens à noter que la task force, c'est avant tout un travail d'équipe. Voilà, c'est pas l'objectif n'est pas de faire le procès d'un des parties prenants, que ce soit l'exploitant ou l'energy manager. L'idée, voilà, c'est vraiment un travail d'équipe où tout le monde va avancer pour identifier le maximum de gisements d'économie. Cela étant dit, qui sont les principaux parties prenants de la task force? L'energy manager, qui va généralement endosser le rôle de leader. C'est lui qui va piloter les différentes parties prenantes, animer tout au long de la task force, qui va faire les préconisations d'actions d'amélioration, bien que voilà, chaque partie prenante a voix au chapitre pour proposer des actions. Et c'est lui, derrière, une fois que l'intervention est terminée, va synthétiser l'ensemble des points abordés et mener la task force jusqu'à sa clôture. Deuxième partie prenante, le donneur d'ordre ou son représentant, donc le client, le propriétaire du bâtiment, le locataire du bâtiment. L'idée, lui, son principal rôle, c'est par rapport à ces contraintes, de valider les choix réalisés en task force et s'assurer que derrière, ils seront appliqués par ses prestataires. Troisième partie prenante, l'exploitant. C'est lui qui connaît les installations techniques, c'est lui qui a la maintenance courante des installations. Donc, il est au courant des problématiques du bâtiment, savoir que tel équipement ne fonctionne pas, savoir que telle zone est défavorisée en hiver, en été. Et donc, c'est lui qui va aussi apporter des problématiques à son client, à l'energy manager, pour définir les actions les plus pertinentes possibles. Et derrière, une fois qu'on a défini les actions, c'est lui qui a la charge de mettre en place les actions et de s'assurer qu'elles sont suivies et qu'elles sont conservées sur le long terme. Enfin, et ça va être en fonction des actifs, les prestataires spécialisés. Donc si j'ai un groupe froid, donc effectivement souvent la maintenance est sous-traité par l'exploitant à un frigoriste. Ce qu'on appelle intégrateur, c'est également un sous-traitant qui va avoir la maintenance de la GTB du bâtiment. Et donc ça, c'est les principaux prestataires spécialisés qu'il faut convier à une task force.
Une précision peut-être, parce que Jean-Mathieu a la modestie de ne pas le préciser, mais le rôle de l'énergie manager, donc comme vous l'avez compris, c'est un rôle de pilotage et de leader, et donc l'expérience et la seniorité des énergie managers qui sont sollicités pour ce type de task force, voilà, est un élément à pas sous-estimer. Il faut savoir animer des tables rondes, enfin des travaux, être évidemment techniquement aussi très au fait des sujets, et donc Il faut avoir l'aplomb pour effectivement driver une équipe de 5-6 personnes sur 2 jours. Donc effectivement, c'est pas à la portée de n'importe quel energy manager. ouais, donc c'est important de le rappeler. Sur le planning type d'une task force, on va retrouver 3 principales phases qui sont quasiment aussi importantes les unes que les autres. Donc comme vous le voyez, la task force, c'est un process depuis son initiation à sa clôture qui va durer 2-3 mois. On va avoir toute une phase d'abord avant ce qu'on va appeler l'intervention sur site. Donc une phase de préparation où on va convoquer l'ensemble des parties prenantes. Je pense notamment aux prestataires spécialisés qui ont des emplois du temps oui, qui peuvent pas être mobilisés au pied levé. Donc effectivement, ça se prépare. Également, bah, les occupants, sachant qu'ils vont être sollicités, voilà, ils sont également à prévenir. L'idée, c'est qu'aussi, bah, vu qu'on veut les intégrer dans la démarche, il faut prévoir des créneaux pour échanger avec eux. Et la semaine avant l'intervention, l'idée, c'est qu'en fait, on n'arrive pas le jour J, les mains dans les poches. C'est qu'on a fait un travail en amont sur les données, des équipements, et des datas que je vais présenter juste après. Deuxième point, ce qu'on va appeler l'intervention. À savoir c'est des journées, donc la task force se réalise sur des, nombre de jours qui est à définir en fonction, de la complexité du site, de la taille du site, de la complexité des systèmes énergétiques, du site. Généralement, voilà, on va être sur des 2 jours qui vont, se réaliser en horaire ouvré et non ouvré. L'idée, c'est qu'on va essayer de couvrir au maximum, les temps d'occupation du site, en fonction des usages, mais également, les espaces, le temps pardon, où le site est vide. Alors pour des sites qui fonctionnent en H24, c'est compliqué, mais l'idée c'est voilà, on regarde ce qui se passe en occupation et inoccupation. Donc ça, voilà, c'est l'intervention en elle-même et derrière, il y a un suivi qui doit se faire, sur la synthèse effectivement. Bah, l'idée, c'est si on veut capitaliser, sur le long terme sur la task force et ben il faut synthétiser tout ce qui a été vu, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été mis en place, pendant cette task force. Alors généralement, voilà, on n'arrive malheureusement pas tout à mettre sur place, même si l'idée, c'est de mettre en place le maximum d'actions pendant l'intervention. Il y en a toujours, qui ne peuvent pas être mises en place. L'idée, c'est qu'on continue à battre, le fer tant qu'il est chaud. Donc effectivement, on se fait une réunion d'avancement, et de clôture, à semaine, voilà, 4 à 8. Et encore une fois, ça va dépendre en fonction des actions qui restent. Est-ce que c'est des actions qui peuvent être faites, sous un temps plus court? Bah, dans ce cas, je peux effectivement réduire mon process de task force. En conclusion, voilà, c'est une task force, ça ne s'improvise pas. Voilà, si une phase est négligée, en fait, l'opération peut capoter. S'il me manque, une partie prenante, voilà, je ne pourrai pas pendant l'intervention, aller au bout de la démarche. Si pendant l'intervention, pareil, il me manque une partie prenante, je ne pourrai pas valider mes actions et si le suivi est pas fait, et derrière, en fait, il y a toutes les chances qu'au fait, au bout de, quelques semaines, en fait, on retombe, sur l'état d'avant la task force. La préparation. Alors, assez classiquement, j'ai envie de dire, comme un audit, on va essayer de récupérer les informations bâtimentaires, les plans, les occupants, le listing des installations techniques. Ce qui va différer d'une démarche plus classique, c'est qu'on va s'intéresser, aux data du bâtiment. En fait, les data, parlent, beaucoup. En amont de la task force, on peut identifier beaucoup de choses et donc l'idée, c'est qu'en amont de l'intervention, on étudie, voilà, les équipements, mais qu'en fait, on essaye de lier, les data à ces équipements.
À cet effet, en fait, si on a accès, comme on peut le voir en fait dans l'exemple en dessous qui est tiré de la plateforme Savvy, a accès à une courbe de charge, on peut faire pas mal d'analyses en amont qui vont nous permettre d'identifier déjà des pistes de réflexion pour l'intervention. Qu'est-ce qu'on va essayer de regarder en amont? La courbe de charge. Donc là, la semaine type, c'est l'exemple que vous avez sur la slide. Donc en rouge en été, en vert en hiver. Est-ce que j'ai un fonction saisonnalisé? À quelle heure se lancent mes équipements en temps normal? Est-ce que j'ai des appels de puissance le week-end alors que mon site est vide? Voilà, je peux me donner des pistes de réflexion. Donc effectivement, en termes de data, on peut aussi avoir différentes strates. La courbe de charge étant effectivement on va dire le plus basique. Si vous avez en plus des sondes de température ou autres capteurs, sous-capteurs sur le bâtiment, c'est des informations qui peuvent être analysées en amont, qui peuvent aussi donner des pistes d'amélioration. Voilà. Ce qu'on arrive à voir généralement en amont, ça va être des températures de non-chauffe, des déclenchements d'équipements, et voilà, si on a les sondes de température, des températures de voilà, on va voir si on a un réduit entre l'occupation et l'inoccupation. Et donc tout ça, en fait, on arrive le jour de la task force avec un certain nombre de réflexions. C'était pour la phase de préparation. J'en arrive à mon jour J d'intervention. Alors, on a différencié 4 phases d'intervention. Il n'y a pas forcément d'ordre. Voilà, on les présente dans un. Alors, à part la première qui, effectivement, voilà, on est obligé de commencer par elle. Ça peut être fait, voilà, ça peut être un cycle qui se répète. Donc, assez classiquement, voilà, pour définir des actions, il faut que j'ai une connaissance des installations techniques. Donc, je vais aller visiter les locaux techniques, les productions, les distributions, le local GTB si j'ai une GTB, pour comprendre le fonctionnement des équipements et identifier des équipements qui déjà ne fonctionneraient pas comme ils devraient. Deuxième étape que j'ai mis, c'est l'entretien avec les occupants du bâtiment. Les occupants du bâtiment, ils ont une activité qui nécessite des plages horaires de confort, des températures de consigne. Ce sont eux les utilisateurs. Donc l'idée, en fait, on va les intégrer dans la démarche pour savoir quelle est leur occupation du bâtiment. Des questions types qu'on peut retrouver, c'est les plages horaires d'occupation. Est-ce qu'on va avoir des fermetures annuelles? Est-ce qu'on travaille les jours fériés? Donc, tout ça, en fait, on peut comprendre un peu mieux le besoin en fonction des zones, des occupants. Et nous, derrière, on va pouvoir proposer des actions qui sont plus pertinentes et qui vont être acceptées par ces occupants. Autre phase qui est là, pour le coup, très spécifique à la task force, c'est qu'on va essayer de triturer les équipements pour voir s'ils fonctionnent bien. Donc, il y a une batterie de tests qui est faite sur les équipements, sur les programmations horaires, sur des arrêts, sur des consignes GTB qui vont être faits plutôt après la visite des installations techniques pour effectivement vérifier est-ce que mes régulations fonctionnent. Et ça, on verra plus tard que c'est très important. Voilà, il y a quelques exemples qui montrent que c'est une phase qu'il ne faut pas négliger. Dernière étape de la task force, c'est valider et mettre en place les actions. Voilà, l'idée, c'est que vraiment, on souhaite mettre en place le maximum d'actions. Donc, on déploie les réglages qu'on peut déployer sur site et ceux qu'on ne peut pas déployer à l'instant T pour raison X ou Y. On se fait une feuille de route d'ici à la clôture de la task force pour voir les responsabilités de chacun des parties prenantes dans le cadre de la mise en place de ces actions. Ce qu'on vous présente, c'est un planning type d'une task force. Sur les plages horaires, donc là encore une fois, voilà, c'est le planning est modulable en fonction du bâtiment. Ce qu'on va appeler pré-matinée, généralement, c'est la plage horaire 6h, 9h, avant voilà, une arrivée massive des occupants. Bon, matinée assez classique, après-midi assez classique, et soirée, ça va être 20h, 23h, après le départ des occupants, de la masse des occupants.
Donc effectivement, ce qui est important dans son planning, il y a 2 points principaux. Alors ceux matérialisés par les petites étoiles, c'est, des points de synthèse où en fait, on va réunir l'ensemble de l'équipe task force, pour faire un point sur ce qui a pu être identifié, jusqu'à maintenant, se noter les idées, hiérarchiser, les points qui ont été vus, hiérarchiser, les actions à mettre en place, valider également ce qui a pu être dit. Donc c'est vraiment un point important des task force et c'est le rôle de l'energy manager en tant que leader voilà, d'organiser ces points de synthèse en fait pour acter en fait des réglages à mettre en place. Je relais une question, Jean-Mathieu, autour justement de ce délai d'intervention. Là, on présente un cas à 3 jours. Est-ce que la question posée, c'est est-ce qu'on peut le faire en une journée, par exemple, selon le type de site, selon Oui, l'organisation? oui, effectivement, en fonction de la complexité du site, ça peut être fait sur un jour. Alors, l'expérience montre que la plage hors occupation la plus importante, c'est celle en soirée. D'accord. Donc effectivement, si ça doit se faire en un jour terrain, effectivement, le jour 1 type est plus pertinent que le deuxième jour. Encore une fois, ça va dépendre de l'activité du bâtiment. Voilà, toujours est-il, euh, il faut ajuster en fait le programme aux besoins du bâtiment. Dernier point sur cette slide, il est important aussi voilà, de fonctionner en sous-groupe. On va le voir juste après, mais effectivement, une équipe task force, c'est une équipe assez de 5-6 personnes généralement. Donc effectivement, c'est bien d'avoir des sous-groupes, rôle à l'energy manager leader, de dispatcher les tâches à chacun des sous-groupes, d'aller voir les occupants, d'aller faire les tests terrain, d'instrumenter certains équipements si besoin pour s'assurer de leur fonctionnement. Heu, voilà ce qui est important de retenir sur le déroulé type d'une task force. Justement, j'en parlais, il y a aussi certains pièges, qui peuvent, venir impacter on va dire l'efficacité d'une task force. Je parlais, voilà, effectivement des sous-groupes, et voilà, on va être 4-5-6 personnes. Au-delà, c'est trop. En fait, on va créer une inertie, trop de points de vue, trop d'échanges. Donc effectivement, limiter quand même le nombre de personnes dans une task force à 6-7. Au-delà, effectivement, on va perdre en efficacité. J'en parlais aussi, négliger des moments de synthèse. S'il n'y a pas ces moments de synthèse, en fait, ce qui en ressortira de la task force et à long terme, voilà, ce sera ce point-là qui sera pénalisé, parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de validation de certains points d'action et donc, alors on retournera à l'état pré-task force. 3e point, ne pas identifier les freins, points bloquants à la réussite sur un bâtiment. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ça peut être différents points, c'est qu'est-ce qui pourrait venir impacter l'efficacité de ma task force? Les exemples qui viennent assez classiquement, c'est, en fait, ne pas avoir accès à certains équipements techniques, ne pas avoir, alors plus spécifique, des codes d'accès à des régulations, ça peut arriver. Avoir des occupants qui sont, pas du tout, impliqués dans cette démarche de sobriété et en fait, on se prend un mur. Donc effectivement, en amont de la task force, voilà, il faut bien identifier quels pourraient être les freins, à ma task force pour pouvoir apporter les solutions nécessaires. D'où l'importance du temps de préparation que tu Voilà. as présenté tout à l'heure. Tout à fait. Je l'ai déjà dit avant, mais effectivement, négliger une partie prenante, de la task force, c'est se priver de quelqu'un qui va identifier les pistes ou alors, du décideur ou alors de la personne qui sera en mesure, de mettre en place les actions. Donc effectivement, comme je disais, c'est un travail d'équipe et toutes les parties prenantes sont importantes. Oui, le leader effectivement qui va driver tout ce beau monde pendant voilà, des journées qui sont assez longues, hein. On est sur des journées de 10 heures. Donc effectivement, voilà, il faut quelqu'un pour driver cette équipe et enfin, voilà, on n'est pas des magiciens non plus, donc on va pas pouvoir régler, l'ensemble des problématiques sur site.
on va pouvoir identifier des problèmes, les adresser. Certains voilà, nécessitent des réponses plus longues que le planning de la task force. Donc effectivement, voilà, il restera toujours des problématiques. Il peut rester des problématiques à l'issue d'une task force. Ok. Donc, j'ai fini mon intervention. J'ai pu mettre en place le maximum d'actions. Qu'est-ce qui se passe juste après? Donc, comme je disais, voilà, l'idée, c'est pas parce que je ne suis plus sur site que j'arrête, que ma task force se finit. Il est important dans les semaines qui suivent de continuer à avancer sur le sujet. C'est là que les questions vont se régler. En fait, c'est là qu'on va pouvoir avancer pendant que les gens sont encore impliqués dans la démarche. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire immédiatement après? Bah, c'est vérifier que mes actions que j'ai pu mettre en place, est-ce qu'elles ont un impact? Donc là, effectivement, on montre un exemple ci-dessous. Après un premier jour de task force, effectivement, on voit que j'ai pu optimiser mon talon. Donc, on voit que les actions que j'ai pu apporter ont eu un impact sur les consommations du site. Ce qu'on va appeler le talon. Le talon, c'est toutes les consommations qui, j'en parlais là à l'instant, qui ont lieu en permanence. L'idée, l'avantage de la task force et de l'inoccupation, c'est que je vais pouvoir voir ce qui fonctionne en inoccupation et je vais réussir à recomposer mon talon. Je vais avoir mes pompes de distribution, je vais avoir un peu d'éclairage. Et l'idée, en fait, c'est de se dire, dans ce talon, je ne retrouve que des équipements qui sont strictement nécessaires. Et comme ça, je peux fixer un talon optimal et derrière, en fait, me dire, si je dépasse ce talon, je suis en mesure de faire une alerte, j'ai un équipement qui s'est mis en route alors qu'il ne le doit pas. Et également, comme je disais, généralement, voilà, on a pu mettre un certain nombre d'actions en place. Il en reste toujours certaines. L'idée, c'est de lister ce qui reste à faire avec les responsabilités de chacune des parties prenantes d'ici à la clôture de la task force. Alors, il est à noter que sur cette phase après intervention, les parties prenantes qui étaient très impliquées jusqu'à présent, c'était l'energy manager, c'était le client. Lors de l'intervention, c'était tout le monde. Une fois que cette synthèse est faite, l'exploitant effectivement est fortement sollicité pour mettre en place tout ce qui n'a pas pu être fait. Alors, on va peut-être juste prendre les questions qui sont apparues entre-temps, si tu veux bien, Jean-Mathieu. Oui. Alors, il y a une question qui concerne l'audit, c'est-à-dire que si on a déjà réalisé un audit sur un bâtiment potentiellement récent, est-ce que la task force, elle reste utile? Est-ce que ça fait doublon? Alors, la task force est complémentaire à l'audit. Elle va permettre déjà de s'assurer en fait que les actions qui ont été préconisées dans le cadre de l'audit ont été mises en place. Et j'en reviens également, voilà, c'est complémentaire. Pourquoi? Parce que ce que je disais au début dans les freins, la task force adresse un certain nombre de problématiques que l'audit ne peut pas, notamment l'inoccupation. D'accord. En fait, prendre le temps d'avoir l'ensemble des parties prenantes pour acter des décisions. Donc effectivement, c'est complémentaire. La task force n'est pas redondante à un audit, elle adresse une problématique qui est différente. Voilà, un audit doit peut-être plus chercher aussi à un plan de travaux. Voilà, on est vraiment sur la task force agir à l'instant T, à un degré qui est plus poussé et plus précis que l'audit énergétique. Merci. Une autre question qui concerne, est-ce que les fluides, enfin ce qui est concerné par la task force, est-ce qu'elle concerne uniquement l'élec ou on s'attaque aussi aux autres fluides, notamment le gaz, pour réaliser des économies? Ouais. On va adresser l'ensemble des fluides. L'idée, c'est que voilà, on va chercher vraiment à agir, on va dire, sur les usages. Voilà, on va agir généralement sur les usages suivants en priorité: le chauffage, la climatisation, la ventilation et à moindre mesure l'éclairage, mais surtout des parties annexes d'un bâtiment. Donc oui, effectivement, dans notre investigation sur le chauffage, si le gaz effectivement sert au chauffage,
on va pouvoir agir soit sur les températures des chaudières, sur des programmations horaires des pompes, sur une température de non-chauffe, sur des consignes dans les plateaux. Donc effectivement, on va adresser l'ensemble des énergies, donc électricité, gaz, fuel, réseau de chaud, réseau de froid, Tout ce qu'on principalement. a sur site. Ouais. Voilà. Une autre question concernant le rôle de l'energy manager. Donc, comment l'energy manager qui ne travaille pas au quotidien sur site peut réussir à fédérer et mobiliser sur plusieurs jours plusieurs entreprises locales, de maintenance notamment, étant souvent surchargé de travail et ayant parfois aucun intéressement sur les économies réalisées. C'est une bonne question, c'est sur Ouais. ça relie un peu le sujet. S'il y a un CPE, pour le coup, peut-être que les choses sont Mm. plus faciles à organiser. Mais ouais, Alors, sur l'Energy Manager qui va réussir à fédérer, il y a eu la remarque très pertinente de Xavier sur la seniorité. Effectivement, donc une personne il faut une personne qui a un certain bagage technique et qui sait amener des gens, voilà, enfin, qui sait animer l'Energy Management, qui sait amener des gens euh, à prendre les bonnes décisions. Et 2e point de la question, sur les personnes qui ne sont pas intéressées, alors l'objectif est et encore une fois, c'est le rôle du leader, en fait, c'est que les gens sont mobilisés, 2 jours sur site, et voilà, dans l'idée, ils ne s'intéressent qu'au site. J'ai pas de effectivement, pendant la task force, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais j'ai pas de réunion, j'ai pas mon Teams qui est ouvert. Je suis dédié, au site pendant 2 jours et rôle, à l'energy manager, en fait, d'adresser les problématiques, d'animer les problématiques, de donner les responsabilités aux différentes parties prenantes, dans le cadre de la mise en place des actions. je pense qu'en filigrane de ça, il y a aussi le rôle du donneur d'ordre Mmh. dans les différentes parties. C'est que, enfin, en filigrane de la question, ce que j'entends, c'est comment on peut le contraindre finalement l'exploitant à jouer le jeu Ouais. et à travailler de cette manière-là. Et là, nous, les cas qu'on a eus, on pourrait y revenir dans les retours d'expérience, mais c'est l'impulsion du donneur d'ordre est quand même très importante. C'est-à-dire que à un moment, ça reste une décision du donneur d'ordre de dire bah, Oui. j'ai tel objectif, je veux le mettre en place. Et sous-entendu, si les acteurs qui m'accompagnent ne jouent pas le jeu, bah, ils n'envoient pas un message très positif vis-à-vis de. Donc après, ça dépend des contrats de maintenance et du type de, voilà, de relation qu'ils ont, que l'exploitant a avec le donneur d'ordre. Mais enfin, je pense qu'il y avait un peu ça en creux de la question. C'est important aussi, effectivement, à souligner. Toutes les parties prenantes sont intéressantes. C'est ça, Toutes ouais. On voit bien sont qu'en fait, toutes importantes. sont importantes. Ouais. Et disposez-vous d'un guide méthodologique et des supports pour mettre en place cette task force sur un site? Oui, on pourra évidemment, enfin, sur des échanges plus Mmh. spécifiques, réfléchir ensemble à comment mettre en place les task force sur les sites considérés avec grand plaisir. Il y a une trame effectivement Mm. de méthodologie classique, c'est un peu ce qu'on déroule là. L'idée, c'est qu'une task force se veut aussi, adaptée, au site. Donc effectivement, en fonction du site, c'est ce qu'on dit, c'est qu'il y aura une adaptation de cette méthodologie, du temps, des interlocuteurs, en fonction de la typologie du site. Du type de données qu'on a à disposition, on a mis en valeur le fait que les données nous servaient en amont et en aval. Donc tout ça impacte aussi le format en fait, de la task force et ce qu'on va devoir réaliser. Et là, on passe à la pérennisation de la performance. Oui, donc là, j'en arrive à la clôture, de ma task force. L'ensemble des actions où, une majorité ont pu être mis en place. Maintenant, mon souhait, c'est, de pérenniser, en fait, la performance que j'ai pu atteindre, quand bien même, en fait, j'ai un changement d'interlocuteur au niveau de l'exploitant, ou le prestataire d'énergie management, change ou même j'ai un changement de client ou d'usage du bâtiment. L'idée, c'est que je souhaite conserver, mon niveau de performance. Donc, on a établi un document, alors le format peut évoluer, qu'on appelle guide des systèmes, en fait, qui recense pour chacun des équipements, les plages horaires de fonctionnement, les températures, les différents réglages qu'on peut avoir sur débit, aérolique, débit hydraulique, en fonction du site. Et en fait, ces documents, est décliné pour, 3 grandes périodes. On va regarder, mes réglages en hiver, ça doit être cela, donc j'ai un fonctionnement nominal des installations en chaud, j'éteins mon froid. En mi-saison, c'est là où en fait, en tant qu'energy manager, en plus, c'est là où j'ai le plus à gagner
Donc à moi, effectivement, de préconiser dans mon guide des systèmes des réglages qui évitent au maximum la destruction d'énergie. Et je vais avoir un fonctionnement également en fait en été. Et en fait, ce document, bah, forcément, il va vivre avec le bâtiment, mais il doit être à disposition de l'exploitant, en fait, et qui, en fonction de la saison ou des problématiques actuelles, en fait, il doit se référer à adapter les réglages de son bâtiment. Pourquoi? Parce que ces réglages ont été vus, pendant la task force, l'occupant les a validés, le client les a validés, hem et donc voilà, c'est, pour éviter effectivement les effets de bord où, j'ai un épisode de grand froid, j'ouvre les vannes, voilà, mon guide des systèmes est censé me dire comment je suis censé réagir. Ce document-là participe d'un sujet plus global, c'est l'acculturation finalement des intervenants de la task force aux problématiques de performance et de sobriété, Mmh, qu'il ne faut pas négliger. Donc, dans la pérennisation de la performance, ce qu'on constate, c'est que le donneur d'ordre, l'exploitant, les prestataires spécialisés, quand ils sont impliqués, bah, prennent des réflexes mmh. qui, donc, supportés par ce type de document, vont permettre de pérenniser une performance ce qui est quand même assez central, parce que si vous avez des dérives qui réapparaissent rapidement, bah, la logique d'investissement est à nouveau impactée négativement. Donc, nous, c'est ce qui nous a frappé aussi dans le fait de mener des task force, c'est cette acculturation, au-delà de ce qui est fait concrètement, des personnes qui sont impliquées. Et on va passer aux exemples concrets. Alors, effectivement, on a quelques exemples qui adressent, différents sujets qui ont été menés. Le premier exemple, c'est sur l'optimisation de mon talon. Hem, donc site avec GTB, une centrale de traitement d'air où, quand je clique sur mon programme horaire, j'ai une fin du lundi au vendredi, fin de fonctionnement à 19h. Problématique, c'est que je suis en période d'inoccupation, je vais dans mon local CT à 21h, elle est toujours en fonctionnement. Ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu identifier. En fait, c'est noyé dans ce que j'appelle mon talon de consommation. Donc, sauf données de sous-comptage, en fait, c'est quelque chose que je ne peux pas identifier en journée. Si je me réfère à la GTB, j'ai un programme horaire. Donc là, voilà, le valorisation du temps hors, heure ouvrée, bah, je peux voir que ma CTA fonctionne. Après échange, avec l'intégrateur, on a tout en bas à droite de l'interface, donc c'est ce que vous voyez sur la gauche, un bouton autorisation vraie. Alors, s'il est, surligné en violet, c'est que j'ai forcé ma CTA. Donc effectivement, c'est quelque chose alors qui peut paraître bête, mais voilà, pour l'identifier, bah, en fait, il faut, attester du fonctionnement de la CTA en dehors de son programme horaire. Il faut avoir l'intégrateur, qui nous dise: «Bah, en fait, c'est, j'ai un forçage à tel endroit» et en fait, l'avantage de la task force, c'est pas quelque chose qui n'aurait pas pu être fait en dehors du cadre d'une task force. L'avantage, c'est qu'en 2 jours, j'ai identifié ma problématique et apporter la bonne solution. Donc là, c'est l'avantage de la task force, c'est qu'au lieu d'un délai de 4 mois de résolution avec échange avec l'intégrateur, j'ai pu le régler, voilà, dès la première soirée et bon, bah, le gain effectivement, on était sur 4 mégawattheures, et bah, avec un coût de l'électricité, 2022 qui était au plus haut, Mmh. ça fait tout de suite un gain assez important. Pour un clic, en quelque sorte, Voilà. si on résume. Deuxième exemple que je souhaite mettre en avant, c'est, mon bâtiment évolue. Sur un bâtiment, donc un autre bâtiment, j'avais un groupe froid, donc dédié au confort, qui fonctionnait en 24 heures sur 24, parce qu'un locataire avait branché, son besoin process dessus. Hem, Lors de la task force, bah, je vais voir ce locataire pour comprendre, ses habitudes, son fonctionnement dans le bâtiment. Bah, je me rends compte que dans son local, process, en fait, maintenant, il a sa propre installation. Il me valide qu'il n'est plus branché sur le groupe froid, et qu'en fait, il a pas besoin de redondance sur son process. Moi, ça me permet derrière, en fait, suite à cet entretien, bah, de montrer que l'usage a évolué et de mettre un programme horaire sur mon groupe froid, pour le couper en inoccupation. Et donc là, c'est ce qu'on voit sur la courbe. En rouge, c'était ma période avant, et en vert, c'est après task force. Et effectivement, alors au-delà des puissances atteintes dans la journée, en fait, j'ai un talon, notamment le week-end qui a pu être optimisé.
Et je trouve que ça montre bien aussi ce qu'on évoquait tout à l'heure sur l'importance des données. C'est-à-dire que cette partie-là, c'est parce que le bâtiment vit, comme tu le disais, que les choses avaient changé et qu'on a pu identifier l'action. Et après, pour vérifier que ça dérive pas à nouveau, le fait d'avoir accès aux données à distance. L'accès à la donnée, effectivement, permet de se rassurer quant à la bonne prise en compte et au bon impact de la task force. Ouais. Il y a 2 questions qui sont apparues juste pendant ta présentation. Alors sur le coup, on y répondra juste après si vous voulez bien. On aura des exemples qui vont illustrer ça. On a parlé de la relation avec l'audit vis-à-vis du commissionnement. On nous signale que ça fait penser à du commissionnement. Quelle est la différence avec Alors, rétrocommissionnement, oui, effectivement, on s'en rapproche parce qu'on va avoir un cahier des charges sur un fonctionnement d'un certain nombre d'installations et en fait, on va venir faire des tests sur ces installations pour vérifier qu'elles répondent à ce cahier des charges. La différence avec le commissionnement pur et donc rétrocommissionnement pur, c'est qu'on va chercher en plus à aller rajouter des features, des fonctionnalités en plus. L'avantage d'avoir l'intégrateur, c'est qu'effectivement, on va pas se contenter du cahier des charges qu'on a, on va se dire: «Est-ce que ce serait pas mieux d'avoir cette petite, subtilité en plus?» Donc c'est effectivement la démarche, scientifique, ça part entre commissionnement, mais on rajoute une touche, en plus de sobriété, de recherche d'économie d'énergie. OK. Par contre, juste pour finir sur cette question, effectivement, on a fait une task force sur un site qui venait d'être livré. Donc effectivement, c'était ce qu'on a tagué une task force, commissionnement. Voilà, effectivement, j'ai un bâtiment qui vient d'être livré, qui sort de travaux, les locataires sont même pas arrivés. Est-ce que je m'assure, avant même leur arrivée, qu'en fait, est-ce que mes installations fonctionnent bien? Et ça a permis effectivement de mettre en avant, des non-conformités qui ont été inscrits, dans le cadre de GPA et voilà. Même juste après la livraison du bâtiment. C'est voilà, envisageable. Voilà et dernier exemple. Dernier exemple, j'en parlais à l'instant, déployer des nouvelles, fonctionnalités directement sur la GTB. Heu, L'exemple, c'est qu'effectivement dans un local au rez-de-chaussée, j'ai une hauteur sur le plafond qui est assez conséquente, on va être à plus de 3 mètres. Et mes terminaux, en fait, prennent la température d'ambiance au niveau de la reprise, donc qui est située au niveau du plafond. Effectivement, en fait, entre le poste de travail à 1 mètre et le plafond, à 3 mètres, j'ai pas la même, température. Bon, je vais avoir 1 ou 2 degrés de plus au niveau du plafond. Donc de manière récurrente, les locataires, les occupants se plaignaient du froid, et la réponse, de l'exploitant, c'était: «Je mets en H24 pour pallier à l'inconfort». Dans le cadre de la task force, avec le concours de l'intégrateur, en fait, on a pu rentrer dans la colonne vertébrale de la GTB et en fait se dire: «Mon point de référence pour prendre la température, ce sera plus mon terminal qui est à 3 mètres de hauteur, mais ma consigne, ma télécommande qui est à hauteur d'homme». Et donc effectivement maintenant j'ai une température de référence qui est la bonne et en fait qui m'a permis de mettre en place derrière le programme horaire, et pas le fonctionnement H24, pour générer des économies. Et donc là, c'est un exemple, mais voilà, il y a plein de petites fonctionnalités qu'on va souvent aller chercher. On va en chauffe, des lois de soufflage sur des CTA, des lois d'eau, qui sont pas toujours, présentes en GTB, donc on va essayer de les programmer au sein même de la task force, et c'est tous ces petits réglages qu'on va essayer de mettre en place directement avec l'intégrateur. Donc il y a parfois des sujets aussi de mesure en fait, la mesure était pas en l'occurrence Voilà. Au bon endroit pour être pertinente sur le suivi du confort et c'est ça qui a été Tout changé. à fait. Et je pose une question, mais si la GTB ne permet pas de le faire, l'IoT pourrait être un contournement éventuel sur ce type de On mesure ou peut de effectivement ouais, l'IoT permet aussi de suivre, les impacts de la task force. Est-ce que, voilà, sur des températures, j'ai changé une, température de consigne, est-ce que je le vois au niveau de mon IoT, la sonde de température que j'ai pu déployer? pour se Voilà. conforter, confirmer certaines données, et voilà avec des gains là quand même assez aussi, significatifs, à la fois en euros et en kilowattheure et le dernier, là, c'était l'idée de prendre du recul sur un retour d'expérience, plus large, avec plusieurs task force. Oui, donc retour d'expérience,
jusqu'à présent, ces task force, on en a réalisé une quarantaine pour un client qui a plutôt un patrimoine de bureaux. Les bâtiments, effectivement, c'est des bâtiments assez grands, en moyenne de 15 000 mètres carrés, mais ça cache un panel un peu plus large de bâtiments qui allaient de 3 4 000 mètres carrés à 60 000 mètres carrés. Donc, il y a eu effectivement différentes tailles d'actifs. Les objectifs du client vis-à-vis de ces task force, c'était 10% d'économie nette à ISO-confort pour les occupants des actifs. C'est important aussi de noter que voilà, dans le discours qu'il faut avoir tout autour de la task force, l'idée c'est qu'on n'est pas là pour impacter le confort. Certes, on va essayer de se rapprocher du plan de sobriété des 19 degrés en hiver et du 26 degrés en été, mais voilà, on n'est pas là pour chercher des économies au détriment du confort, de la qualité de l'air. Voilà, l'idée, c'est qu'il faut que ce soit à ISO confort pour les occupants. Les actions qu'on a le plus préconisées, alors forcément, on ne réinvente pas l'eau chaude, donc les actions principales, ça va être sur l'optimisation horaire de terminaux, de centrales de traitement d'air, d'éclairage. Voilà, c'est les actions les plus faciles à aller chercher. Ouais. Mais derrière, on va avoir tout un panel d'actions qui sont plus spécifiques voilà, au task force. Je retrouve mes fonctionnalités GTB sur mes petits réglages que je peux avoir en plus sur des équipements. L'identification d'équipements qui fonctionnaient en H24, des extracteurs, des éclairages, des centrales de traitement d'air. Tout ça, j'ai pu mettre les patchs correctifs pour les couper en inoccupation. Des bugs GTB aussi, voilà, sur des programmes qui passaient pas, débloqués voilà, au sein d'un nœud de la GTB. Donc ça, on a pu apporter aussi des corrections. Et de manière plus classique, voilà, on va avoir des sujets qui reviennent assez régulièrement. La coupure de l'eau chaude sanitaire dans les sanitaires, le fonctionnement des rideaux d'air chaud au niveau des entrées, des relances en inoccupation, la gestion de l'éclairage parking, est-ce que je peux fonctionner en 2 tiers, 1 tiers, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que mes détecteurs sont bien réglés sur le bon timing? Voilà, c'est les actions qu'on a le plus souvent adressées. Et en conclusion, qu'est-ce que ça nous donne? Donc là, oui, vous avez les chiffres par site. Donc c'est un peu moins d'une trentaine d'actions identifiées par site, dont 1 sur 3 qui est mise en place dès la task force. En moyenne, sur les actifs, et voilà, on était à 10%. Alors, c'est fait du hasard, hein, mais on est arrivé en quick win et petits investissements. On est arrivé à 10% de gains sur chacun des sites. Ouais. Et si je reviens sur la question, je vais y répondre en même temps, sur la question sur le coût d'une task force. Donc là, le coût 17,8, qu'est-ce qu'il entend? Ça va être on va retrouver 2 types de coûts. On va retrouver le coût de l'Energy Manager, en fait, qui est effectivement déployé sur site, plus le coût des prestataires spécialisés. Donc ça, c'est vraiment pour l'organisation de la task force. Et derrière, forcément, avec les actions qu'on a identifiées, on a une petite poche de travaux. Souvent, voilà, on tourne autour de 10 000 € de travaux identifiés sur des petits réglages et du temps homme aussi derrière. Et donc voilà, c'est voilà, un energy manager en fonction de la task force, ça va être quelques jours hommes dédiés à la task force. Pour le prestataire spécialisé, ça va être 2 jours hommes, de coup, voilà, les 2 jours de présence de la task force. Et donc ça amène un coût moyen sur les sites d'environ 18 000 €. Et derrière, quand on regarde les gains des actions, on est sur presque 40 000 € de gains par site, ce qui nous fait voilà, un tri de 5 mois. Donc effectivement, la task force se rembourse assez vite. Voilà, bon, la boucle est bouclée, c'est ce qu'on se disait en début de webinaire. L'intérêt des task force en complément ou en intégration dans vos stratégies énergétiques, c'est cet aspect rapide, immédiat, avec un TRI très court. C'est des actions de performance énergétique qui remplissent ces enjeux-là, sont quand même pas légion. Donc c'est intéressant de le considérer. Et si on multiplie ça par le nombre de sites qui peuvent être concernés sur votre patrimoine, c'est loin d'être négligeable. Je regarde en même temps si on a bien couvert toutes les questions.
Il y en a une autre sur la coupure de l'ECS dans les sanitaires. Vous préconisez d'avoir exclusivement l'eau froide sur les robinets des sanitaires? Alors, on soumet d'où l'importance d'interagir avec les occupants. On soumet cette action aux occupants voilà, s'ils sont prêts. Alors, l'ECS, globalement, sur un site, c'est 1 ou 2% des consommations. J'entends l'ECS sanitaire, je mets de côté tout ce qui est RIE. Ouais. C'est 1 ou 2% à aller chercher. Donc, on soumet effectivement cette action aux occupants, voir si effectivement ils seraient prêts à couper l'ECS dans les sanitaires. Voilà, l'idée, c'est que c'est un sujet qui est abordé avec les occupants, mais qu'on ne force pas. D'accord, ouais. Ça rejoint ce que tu disais sur le l'ISO-confort, et après, c'est à la discrétion du donneur d'ordre et Oui. des parties prenantes. Je vérifie qu'on a bien couvert toutes les questions. On est à peu près dans les temps. On a pris pas mal de questions au fil de l'eau, voilà, ce qui explique qu'on arrive à peu près à l'heure. Donc on voulait juste vous partager, on espère que vous avez déjà apprécié ce webinaire. Merci Jean-Mathieu pour les explications, et j'espère que vous avez pu vous projeter sur l'intérêt d'une task force pour les bâtiments qui constituent votre patrimoine. Comme vous l'aurez compris, on n'a pas eu le temps de dérouler tous les cas d'usage et tous les types de secteurs concernés, mais comme on l'a dit, les champs de possibilités sont assez larges. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on regarde spécifiquement sur vos sites ce qu'on serait susceptible de faire, et pour vous aider. Dans les prochains événements qui pourraient vous intéresser, on a une matinale de l'Energy Management, qui est la 2e édition. On l'avait réalisée avec nos clients, nos futurs clients l'année dernière. Ça s'était très bien passé. Ça permet entre spécialistes de l'efficacité énergétique d'échanger autour des bonnes pratiques et des cas d'usage, et voilà, de manière aussi conviviale, et pour lier les deux aspects. Et ça, c'est le 11 juin 2024. Donc vous serez amené à recevoir des invitations sur ces sujets dans les prochaines semaines. Et dans les prochains webinaires qu'on a prévu d'animer autour des problématiques d'énergie management, on a un thème sur lequel on est beaucoup sollicité en ce moment, sur l'AMO travaux. Donc on est toujours dans l'action. C'est que maintenant, je dois me projeter sur les plans d'investissement pluriannuels. Et pour faire les gros chiffres d'économie d'énergie, en complément des task force qu'on vient de voir, c'est forcément un moment touché aux travaux. Et là, on a chez Adviseo une capacité à vous accompagner sur des travaux multisites et à jouer ce rôle d'AMO sur notamment des actions de performance groupée qui sont parfois difficiles à coordonner. Et voilà, on a cette légitimité-là entre notre expertise sur les données et en énergie management. Les schémas directeurs énergétiques, on sait que vous êtes nombreux en ce moment à en construire ou à vous projeter pour en construire. Donc, c'est aussi une thématique de webinaire qu'on voudrait adresser. Et si vous avez des suggestions ou d'autres thématiques, voilà, on serait heureux de les entendre. Donc, n'hésitez surtout pas. Par ailleurs, on est preneur de vos retours sur le webinaire. On espère qu'il vous aura été utile. Merci pour les commentaires positifs. Et oui, avec plaisir pour vous retrouver dans dans les bâtiments, dans les missions sur lesquelles on accompagne certains de nos clients. Voilà, merci à tous et à toutes. Merci Jean-Mathieu. Merci Xavier. Et bon appétit d'avance. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.